D'abord, bonsoir, merci d'être présent. Je suis toujours ravie d'être au Musée Picasso et d'intervenir sur un sujet qui m'est très proche. Là, nous sommes devant un tableau qui représente ma mère, Maya. Et j'en profite pour signaler que j'organise une exposition au Musée Picasso qui ouvrira au mois d'avril. Je serai la commissaire d'exposition avec Emilia Filippo. Une exposition entièrement consacrée au thème de Picasso et Maya. Voilà. Alors, je vais jongler. Vous m'entendez bien ? Donc, dans le cadre de l'exposition Maya Ruiz Picasso, fille de Pablo, qui débutera en avril 2022 au Musée Picasso, je souhaite orienter mon propos sur la problématique du modèle et de la muse chez Picasso à travers les figures de Marie-Thérèse Walter et leur fille Maya. Picasso rencontre Marie-Thérèse le 8 janvier 1927 à la sortie du célèbre grand magasin parisien, les Galeries Lafayette. Il est alors marié avec Olga Koklova, depuis 1918, avec qui il a un fils, Polo, né en 1921, et avec laquelle il mène une existence, disons, mondaine et bourgeoise. À l'époque, Marie-Thérèse n'a que 17 ans et ne connaît rien de l'artiste, qui, quant à lui, en a 45. Attiré par ses cheveux blonds, ses yeux bleus et son teint pâle, Picasso invite la jeune fille, aux origines suédoises, à lui rendre visite quelques jours plus tard dans son atelier. Alors que Marie-Thérèse vit encore chez sa mère à Maisons-Alfort, près de Paris, les deux amants entretiennent très vite une liaison amoureuse passionnée sous le signe de l'amour fou. Dans les premières œuvres suivant leur rencontre, Picasso exécute des portraits cryptés de Marie-Thérèse, entrelaçant l'initiale P de son prénom au M et au T de Marie-Thérèse. 5 natures mortes peintes l'année de leur rencontre intègrent le monogramme MT, parmi lesquelles guitare à la main blanche. La guitare étant une métaphore classique du corps féminin, la main blanche symbolisant leur relation divine encore confidentielle. Interrogée par Pierre Cabane en 1974, un an après la mort de Picasso, Marie-Thérèse lui confie « Ma vie a toujours été secrète avec lui, on vivait tous les deux, on ne disait rien à personne, et on était heureux comme ça. » En 1928, André Level publie le premier portrait de Marie-Thérèse, au classicisme ingresque, sur le frontispice de son ouvrage Picasso. Alors, c'est ici. Alors, c'est là. Cette lithographie est une vue très proche, donc partielle, du visage de la jeune fille, qui permet seulement de l'entrevoir et non de la reconnaître. Il faut attendre 1930 pour que ces caractéristiques physiques bien reconnaissables commencent à apparaître sans dissimulation dans l'ensemble du travail de l'artiste. D'une grande beauté, en symbiose avec la nature et très sportive, son profil classique et sa silhouette sculpturale sont à l'origine d'un nouveau vocabulaire formel chez Picasso. C'est à l'occasion de la grande rétrospective organisée à la Galerie Georges Petit en 1932 que le public découvre l'existence de Marie-Thérèse, dont personne ne connaît l'identité, mais dont les courbes sensuelles ont envahi une série de 19 portraits érotiques et voluptueux. Jeune fille endormie dans le rêve. Jeune fille endormie dans le rêve. Déesse de la fertilité dans Jeune fille devant un miroir morte. Marie-Thérèse apparaît sous la forme d'une métaphore visuelle dans la grande nature morte au Guéridon, qui est ici. Donc ici, vous voyez Marie-Thérèse, et ici, la nature morte au Guéridon, qui est au musée Picasso. Analogie plastique entre les objets de la nature morte et ses formes sensuelles. Dans son article « Picasso's Color Schemes and Gambits », Linda Nochlin analyse la manière dont il utilise la couleur et les significations éventuelles. Linda Nochlin explique comment il explore les combinaisons chromatiques
pour exprimer une vaste gamme de sentiments, politiques, érotiques, lyriques et parodiques. C'est ainsi que la complémentarité du jaune et du violet devient le symbole chromatique de Marie-Thérèse. Le jaune, qui évoque la lumière solaire, est aussi la couleur des cheveux de la jeune femme, alors que le violet, qui connote la nuit, servira pour sa chair. Cette exposition aurait permis à Olga d'ouvrir les yeux sur l'apparence de la femme qui avait pris sa place dans le cœur et dans l'œuvre de Picasso. En 1930, il avait installé secrètement sa muse au 44 rue de la Boétie, à quelques pas de l'appartement qu'il partage avec Olga et son fils au 23. Cependant, rien ne nous confirme que Marie-Thérèse s'installe définitivement rue de la Boétie dès 1930, car on sait, grâce aux archives, que Picasso continue à lui adresser des lettres chez sa mère au 6 cité Alfort, jusqu'en 1935. Picasso fait également l'acquisition en 1930 du château de Boisgeloup, près de Gisors, où Olga et Paul passent généralement le week-end, tandis que la semaine est consacrée dans le plus grand secret à Marie-Thérèse. Il y aménage un atelier de sculpture dans les vastes communs. Commence alors une période de retraite sociale et de ferveur créatrice, durant laquelle il exécute une série de têtes et bustes monumentaux qui sont autant de métaphores sexuelles de l'union entre l'artiste et son modèle. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc voilà. Cette fameuse sculpture. Les séjours de l'artiste, que l'artiste passe à Boisgeloup avec Marie-Thérèse, se traduisent par un profond renouvellement de son inspiration dans tous les domaines de sa production artistique. Ainsi, l'obsession pour la jeune femme ne se cantonne pas seulement à la peinture. Picasso lui donne également forme à travers la sculpture, le modelage ou l'incision. Dans Marie-Thérèse pensive, Picasso incise le portrait de Marie-Thérèse dans une couche épaisse de peinture beige, rappelant la couleur du plâtre directement sur le bois d'une porte de placard. Picasso illustre également sa relation avec Marie-Thérèse dans le domaine de la gravure. À travers des mises en scène inspirées de la mythologie et de l'Antiquité, à l'instar de la suite Vola, réalisée entre 1930 et 1937, la douceur et la sincérité de la jeune femme poussent Picasso à la représenter comme une figure bienveillante, assumant le rôle d'une observatrice sereine et aimante. Symbole d'espoir, elle prend les traits d'une fillette guidant le Minotaure dans 4 gravures sur le thème du Minotaure aveugle et guidé par une fillette. Voilà. Celle-ci. Dans les 3 dernières versions, la jeune fille au visage angélique est figurée de profil, tenant entre ses mains une colombe, emblème de la paix. Cette représentation idéalisée de Marie-Thérèse, incarnée par l'innocence d'une fillette, trouve son apogée dans une gravure réalisée le 23 mars 1935, la Minotauromachie. Dans cette gravure, le Minotaure immense se dresse face à une Marie-Thérèse enfant qui éclaire la scène à l'aide d'une bougie, un bouquet de fleurs à la main. Au centre de la composition, le cheval éventré porte une femme torero blessée, dont le ventre rond annonce la naissance prochaine de leur fille Maya. Donc c'est Maya. Du haut de la fenêtre où sont posées 2 colombes, Marie-Thérèse observe la scène aux côtés de sa sœur Jeanne. Si la gravure de la Minotauromachie pour la composition tient bien plus de l'autobiographie que de l'engagement politique,
Elle va servir d'étude pour la composition de la gigantesque toile réalisée en 1937, Guernica. Tel un message d'espoir, Picasso utilise l'image de Marie-Thérèse pour incarner la paix, en proie aux forces du mal, dans cette dénonciation suprême de la guerre et du totalitarisme. Elle surgit de la fenêtre, une lampe à la main, non pour éclairer la scène, mais pour rappeler, tel un élément rituel, sa présence sereine et détachée en temps de crise. L'annonce de la grossesse de Marie-Thérèse pousse Picasso à demander le divorce en début de l'année 1935. Et un procès-verbal de non-conciliation est prononcé le 29 juin, confiant à Olga la garde de Polo. Marié sous le régime de la séparation de biens, de la communauté de biens, Picasso est contraint de dresser un inventaire de ses œuvres en vue d'un partage et de lui laisser la jouissance du château de Boisgelot. Il traverse alors une période difficile et s'arrête de peindre pour se consacrer à l'écriture et à la poésie, et ce, jusqu'en février 1936. Néanmoins, la naissance de Maria de la Conception, surnommée Maya, le 5 septembre 1935, déclenche chez Picasso un besoin de dessiner avec beaucoup de tendresse cette nouvelle vie familiale, témoignage de ses moments heureux. Picasso lui donne ce prénom en mémoire à sa sœur Conchita, emportée par la diphtérie alors qu'il n'avait que 14 ans. Profondément affecté par sa mort, il avait fait le vœu à Dieu de ne plus jamais peindre ou dessiner si la vie de Conchita était épargnée. Chargée d'une dimension divine, la naissance de Maya est accueillie par Picasso comme une résurrection, une renaissance dans laquelle il va puiser son inspiration. Si Maya hérite des couleurs de sa mère, les traits sont ceux de son père. Pendant les 10 premières années de sa vie, elle fait l'objet de nombreux dessins et peintures d'une grande tendresse. Loin de tout académisme, il étudie avec minutie l'évolution physique et psychique de sa fille aînée. Par le pinceau et par le crayon, il veut percer le mystère de l'enfant, retranscrire sa joie et son insouciance. Ses nombreux dessins, empreints de douceur, sont des portraits réalistes de facture classique, proches de ceux de Marie-Thérèse réalisés à la même période. Quant à ses peintures, elles reflètent la complexité de ses recherches plastiques qui prennent la forme d'un cubisme psychologique. Les tout premiers portraits de Maya sont des photographies du bébé dans les bras de Marie-Thérèse. Voilà, donc ici. Donc là, vous voyez. Maya. Quelques jours après sa naissance, à la clinique du Belvédère de Boulogne-Billancourt, un miroir placé près du lit donne une deuxième image de ce touchant spectacle du lien entre la mère et le nouveau-né. Picasso utilise cette même vision de la maternité, Marie-Thérèse levée autour de son bébé, dans un dessin daté du 15 novembre 1935. Le traitement spécifique de la perspective et des contrastes rappelle celui de la photographie, alors que les nombreux détails réalistes de la scène, l'oreiller sous la tête de l'enfant, alors ça c'est une autre, les pantoufles, le plaid, laissent penser que le dessin a été fait d'après une observation directe. Les premiers véritables portraits de Maya datent de l'hiver 1935-1936. Donc, alors ça c'est de la même série. Oups, pardon. Hop. Voilà. Des images en gros plan d'une incroyable douceur qui traduisent l'émerveillement du père captivé par le nourrisson. Picasso suspend alors ses recherches stylistiques pour s'appuyer sur sa maîtrise du dessin classique aux lignes naturalistes. Entre mi-janvier et début février 1938, Picasso réalise une série de 9 portraits peints de Maya âgée de 2 ans et demi, dont ce tableau.
un âge où la personnalité des enfants se dessine. La mère et la fille vivant alors au Tremblay-sur-Mauldre avec Émilie Marguerite Walter, la mère de Marie-Thérèse, dans une villa prêtée par le marchand Ambroise Vollard, où Picasso leur rend visite régulièrement. Par leur composition, ces tableaux rappellent les portraits de Velázquez de la cour de Philippe IV, qui avait fait forte impression à Picasso la première fois qu'il avait visité le Prado en 1895. Dans Maya à la poupée et au cheval, le tableau présent, Maya est représentée assise, tenant entre ses mains une poupée et un petit cheval. Donc, Maya est représentée assise, tenant entre ses mains une poupée et un petit cheval. La fusion de Maya et sa poupée renvoie aux images touchantes de la Vierge à l'enfant. Cependant, le visage de la poupée ressemble à s'y méprendre à celui de Picasso, alors que celui de la fillette représenterait Marie-Thérèse. Les lèvres de la poupée effleurent celles de Maya, évoquant un tendre baiser entre ces deux amants. Ce baiser symbolique est par ailleurs repris dans un autre tableau, cette fois représentant Marie-Thérèse et Maya enlacées, peint le même jour. Parmi cette série de portraits de 1938, 4 d'entre eux montrent Maya tenant un petit bateau dans un style naïf aux couleurs et motifs contrastés. Dans la toile datée du 28 janvier 1938, ici, Maya ressemble elle-même à une poupée de porcelaine. Le chasseur de papillons, donc, hop, celle-là. Le chasseur de papillons diffère des autres œuvres de la série par sa taille imposante et sa composition, montrant Maya en train d'essayer de capturer un papillon vêtu d'un costume marin qui était celui de sa poupée. Cette scène traduit l'énergie débordante et la joie de vivre des enfants. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les portraits de Maya reflètent le bonheur qu'elle inspire à l'artiste, qui fait alors de sa fille le témoin heureux d'un monde sur le point de s'effondrer. Au début de la guerre, Marie-Thérèse et Maya séjournent à Royan, avant de revenir à Paris à la fin de l'année 40, où elles s'installent dans un appartement boulevard Henri IV sur l'île Saint-Louis. Picasso leur rend régulièrement visite et exécute, entre le 22 mai et le 1er juin 1942, 16 croquis au crayon de Maya dans un bloc d'études. Constituant des sortes d'arrêts sur image du quotidien. Elle montre ici des mouvements de danse qu'elle a dû apprendre pendant ses cours de danse. L'insouciance de la jeune fille tranche avec le contexte grave de la guerre. Outre ces croquis informels, les portraits de Maya que Picasso dessine pendant la guerre sont de facture classique et enregistrent les subtils changements de ses traits au fur et à mesure de son évolution. Dans Maya de profil, comme ça. Daté du 29 août 1943, la finesse du tracé et la posture de profil rappellent les portraits de la Renaissance. Malgré sa rencontre avec Dora Maar en 1936, l'artiste ne rompt pas pour autant avec Marie-Thérèse. Il peint une série de portraits dans lesquels il va combiner les visages de ses deux amantes jusqu'à les faire fusionner à différents degrés. Donc, ça. Voilà. Dans Buste de femme, l'artiste introduit des caractéristiques de Marie-Thérèse et Dora. La muse est reconnaissable à travers sa robe décolletée bordée de fourrure, son béret rouge et jaune, son nez droit proéminent et ses cheveux blonds,
L'arrière-plan jaune et le mélange des tons violets et vert pâle sont autant des signes de la période Marie-Thérèse. Cependant, les énormes yeux fixes et le maquillage des lèvres et des joues sont caractéristiques de Dora Maar. En janvier 1939, il fait le point sur sa vie affective en peignant Marie-Thérèse et Dora dans la même position couchée, dans le même décor, sur des toiles de même format. Dans Femme couchée lisant, les deux profils du visage de Marie-Thérèse sont fondus, le corps en courbe, c'était cette image-là, où la fenêtre opaque ne laisse pas traverser le jour, alors que dans Femme couchée sur un sofa, Dora tout en angle, le visage infiniment long, tordu sur lui-même, est au contraire représenté dans une pièce ouverte sur la végétation et la lumière. Le 12 février 1939, le cryptogramme caractéristique des premières œuvres réapparaît dans Vase aux fleurs. Dans Vase aux fleurs, comme une réminiscence des années de bonheur partagées avec sa muse. La législation espagnole n'autorisant plus le divorce depuis 1938, Picasso requalifie sa demande de divorce en séparation de corps, une demande qui sera accordée par le tribunal le 15 février 1940, puis validée par la cour d'appel l'année suivante. Il demeure néanmoins légalement marié et ne pourra jamais épouser Marie-Thérèse, ni reconnaître sa fille dont il devient le parrain en juin 1942. Picasso s'éloigne inexorablement de Marie-Thérèse, qui apparaît une dernière fois dans une aquarelle en août 1944. Après la Libération, il ne produit plus que de rares portraits de Maya, et son attention se tourne vers Claude et Paloma, nés respectivement en 1947 et 1949. Bien que Maya disparaisse presque de l'œuvre de Picasso, on la voit sur de nombreuses photographies prises dans les années 50, lorsqu'elle passe des vacances dans le sud avec son père, son frère et sa sœur. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 1953, Picasso réalise un dernier portrait d'elle à l'occasion de son 18e anniversaire, au dos d'un emballage de collants, alors qu'ils sont sur la route entre Perpignan et Vallauris. Oups. Il est là. Oups. À l'été 1955, le père et la fille partagent un dernier moment créatif lorsqu'elle l'assiste sur le tournage du film d'Henri-Georges Clouzot, Le mystère Picasso. Marie-Thérèse et Maya sont à cette époque des figures salvatrices pour Picasso. Face à une séparation compliquée et aux difficultés de la guerre, elles sont synonymes d'évasion et de liberté, et à l'origine de profonds bouleversements esthétiques dans son œuvre. Les années Marie-Thérèse représentent une période d'apaisement et de créativité intense au service d'un art hédoniste et sensuel. Maya incarne quant à elle un havre de paix et l'espoir d'un renouveau au sein d'un contexte troublé, une distraction nécessaire qui sait réjouir le peintre autour de jeux et de créations diverses. Merci.